Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour, merci d'être présent pour cette table ronde intitulée Libre de raconter l'exil. Oui, OK. Oui, on s'est dit qu'on allait commencer, puis on va l'apprendre. Oui. Je m'appelle Jean-Pierre Gorquignan. Je suis ici pour animer cette table ronde. Je suis auteur, poète, scénariste. Dans mes œuvres, je tisse des liens entre le Québec et le Moyen-Orient, terre de mes ancêtres. L'exil est un thème... Bon, yes! Non, il n'y a aucun problème. On s'était dit qu'on allait commencer puis qu'on allait te prendre... C'est l'exil. Super. Donc, on a tout le monde. Tout le monde est à bord. Donc, je disais, Jean-Pierre Gorquignan, poète, auteur, scénariste. Je tisse des liens entre le Québec et le Moyen-Orient dans mes œuvres. Donc, l'exil est une thématique que j'aborde pour parler de mes errances personnelles, psychiques, territoriales. J'ai avec moi 3 auteurs que j'admire vraiment avec nous pour nous parler aussi d'exil et de littérature. Donc, pour les présentations, Émilie N. Desjoroux, qui vient tout juste d'arriver. Est-ce que je peux te tutoyer? Oui, OK. Donc, tu es poète et cinéaste. Tu as grandi entre le Québec, le Niger et le Burkina Faso. Tu es une voyageuse francophile et militante. Tu réconcilies aujourd'hui ta double identité et revendiques, grâce à la littérature, ta place dans le monde. Tu as écrit chez Hurlante Éditrice un recueil de poèmes puissants, il faut le mentionner, intitulé Gachacha. Le mot signifie herbe douce en Kinyarwanda, et qui désigne le lieu où la communauté se réunissait traditionnellement pour régler les conflits entre les membres d'une famille, d'un groupe habitant la même colline. Le mot désigne une assemblée villageoise présidée par des anciens où chacun peut demander la parole. Ákos Verboszky. Tu es né en Hongrie. Tu es arrivé au Québec à l'âge de 11 ans en 1986. Tu as été chroniqueur, rédacteur de guides, de discours et de rapports officiels. En 2016, tu as publié aux éditions du Boréal Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101, un livre qui t'a valu un succès monstre. À la fois essai et récit biographique, ton œuvre a été finaliste au prix de la diversité Métropolis Bleu en 2017, en plus de faire partie des incontournables de Radio-Canada. Il est toujours un incontournable, selon moi. Tu as publié cette année La Maison de mon père, ton premier roman. C'est un récit personnel qui raconte l'histoire d'un personnage qui revient à Budapest, sa ville natale, pour y retrouver ses racines, rencontrer ses copains, les membres de sa famille, son premier amour. Dans ce roman que j'ai beaucoup aimé, tu abordes les thèmes de la nostalgie, de la famille, du rapport père-fils, du deuil et de l'exil, évidemment. Maya Ambasik, tu es scénariste, écrivaine, poète et philosophe. Tu es né à Mostar, en ex-Yougoslavie. Lorsque la guerre éclate en 1992, tu émigres en Suisse, à Genève, où tu passes ton adolescence. En 1999, ta famille déménage et s'installe en Amérique du Nord. Tu étudies la philosophie à l'Université d'Ottawa et poursuis à l'UDM tes études où tu obtiens un doctorat en 2013. Tu es autrice de nombreuses œuvres, à la fois romans, essais, recueils de poèmes. Je n'en cite que quelques-uns. Étranger au coin du pourpre, Cantique des Méridiens, Radamante, Mostargia. Tu as été chroniqueuse au Devoir. Tu enseignes présentement la philosophie au Cégep Saint-Laurent. Tu publies cette année 2 œuvres.
dont Les femmes philosophes aux éditions Fides, si tu peux le montrer à Coche, où tu dresses le portrait de 21 femmes philosophes de l'Antiquité à nos jours. Tu y racontes leur destin et leur combat dans une fiction documentaire, le tout dans un magnifique livre illustré. Tu publies aussi aux éditions Nota Bene un essai intitulé « Tomber vers le haut », merci à Coche, dans lequel tu développes une réflexion sur la violence des cultures, des religions qui s'enracinent toujours dans la peur de la différence de notre propre étrangeté sur l'autre. Tu dis dans ton essai, et je cite, « L'humanité poussée au mur de la folie n'a désormais que deux choix. Tourner la tête vers l'immensité du cosmos au-dessus de sa tête ou tordre la main au monstre des identités meurtrières pour instaurer un autre monde. » Tu nous invites, dans ton livre, à revenir au monde d'avant, c'est-à-dire au monde de l'avant-première guerre, et tu nous fais également l'éloge de l'oubli. Ceci pour mettre la table à la conversation, donc pour rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet, et je pense que je vais mettre un chronomètre parce que je veux juste être sûr de ne pas manquer de temps. Donc, première question, je vais poser des questions d'ordre général. Je vais les inviter à répondre dans l'ordre qui vous convient. Les questions d'exil évoquent implicitement un déracinement, des quêtes d'identité et des trajectoires individuelles, sociales et territoriales. Quel est votre point de départ, qu'il soit physique, philosophique, métaphysique? Et comment est-ce que ce point de départ influence votre vision du monde et vos œuvres? Comment percevez-vous le monde à travers vos errances et vos pérégrinations? Et en quoi l'écriture a été un moyen d'expression privilégié pour aborder le thème de l'exil? Vas-y, la philosophe. Bon. Merci à tout le monde d'être présent. Merci pour la présentation. Ta question, elle est ample, elle est pas facile. C'est-à-dire comment l'écriture nous forge, hein, comment, à travers les errances et l'exil. C'est un peu ça. Hein. Dans mon cas, j'ai toujours dit que l'exil a été la première ruine sur laquelle j'ai ressenti l'obligation d'écrire. Et à partir de là, c'est un work in progress. C'est à chaque nouvelle expérience, chaque nouvel exil. Ça peut être un exil intérieur aussi. Toutes sortes d'expériences qui font en sorte que l'écriture, pour moi, donne un sens, en fait. On dirait que si j'écris pas, j'arrive pas à saisir l'immensité, en fait, d'une expérience humaine forgée d'abord par l'exil, ensuite par toutes sortes de tentatives d'enracinement. Et à partir de là, c'est mon seul port d'attache, je dirais que c'est l'écriture. C'est ce qui donne un fil à ma vie et c'est ce qui m'aide à me comprendre finalement et savoir où j'en suis rendu aujourd'hui par rapport à tout ce qui est en arrière. Mais ton point de départ, est-ce que c'est justement... Est-ce que c'est ta ville de naissance? Je me rappelle une fois, quand j'étais au lancement de Tomber vers le haut, tu disais « Je suis une exilée métaphysique ». Donc, où est-ce que tu associes ton point de départ de déracinement? Mais aujourd'hui, quand on parle de l'exil, j'ai plus ces rapports à l'exil que j'avais il y a 20 ans, par exemple, où il fallait que je me reconstruise, que je comprenne l'histoire de ma famille, les racines, les guerres, les mémoires, les identités meurtrières, etc. Aujourd'hui, je me situe vraiment, quand on parle de l'exil, pour moi, c'est un exil métaphysique. Là. Je pense que la Terre est devenue trop petite par rapport à tous nos conflits et tous nos défis. Et je pense qu'on est tous quelque part exilés sur une planète qui ne sait plus vraiment donner sens à l'humanité ni à la vie. Et donc, quand je pense à l'exil, il est vraiment métaphysique. Là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement sacré qui nous manque, qu'on est tous en train de rechercher. Et donc, quand je parle de l'exil métaphysique, c'est vraiment un exil qui n'a plus vraiment à voir, qui n'est plus en lien avec un lieu, je dirais, terrestre. C'est vraiment quel est le sens de la vie pour l'espèce humaine, au-delà de nos identités et de nos mémoires aussi. C'est dans ce sens-là. Merci. Moi, de mon côté, moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai écrit mon premier livre, Rhapsodie québécoise,
c'est comment je suis devenu l'autre. C'est comment un enfant qui part à 11 ans de la Hongrie, dans mon cas, arrive au Québec et tranquillement, pas vite, 10, 20, 30 années plus tard, finit par se dire québécois. Pas québécois au sens où je sais que mes ancêtres n'ont pas cultivé les terres de l'île d'Orléans, mais d'une certaine façon, je suis ici chez moi. Et je me suis intéressé, et de façon plutôt pragmatique, je voulais mettre sur papier cette expérience-là pour participer au débat sur l'identité puis sur l'immigration qui nous envahit, qu'on veuille ou pas. Et moi, je voulais montrer cette expérience-là de l'exilé. C'est peut-être un grand mot parce que, bon, c'est ma mère qui est immigrée, pas moi. Moi, je n'avais pas le choix, mais en tout cas, je suis parti d'une certaine façon sans avoir eu le choix. J'ai quitté mon pays pour arriver dans un autre qui était complètement différent et où j'ai fini tranquillement, pas vite, à me sentir chez moi. Et c'est ça qui m'a intéressé au départ. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire, à mettre sur papier cette expérience. Et là, dans mon deuxième livre, qui est devenu un roman, mais qui est aussi très autobiographique, je me suis intéressé à l'autre côté de la médaille de l'exil, c'est-à-dire comment je suis resté ce que j'ai toujours été. Comment, en fait, je suis resté hongrois, au fond. Après avoir dit, je suis ici chez moi, je retourne en Hongrie. En tout cas, mon narrateur, il retourne en Hongrie. Puis il est là, puis il se dit, mais c'est quand même chez moi. En tout cas, du moins, c'est le pays du père. C'est le pays d'un père qui a jamais, lui a jamais quitté son pays. Hein? C'est une expérience humaine qui m'intéressait aussi. Des gens qui ne quittent pas, qui vont mourir dans le pays où ils sont nés, qui est quand même le cas de la très grande majorité de l'humanité. Et au moment où on parle beaucoup de l'exil, de l'immigration, des réfugiés, et à travers ça, des questions identitaires, je voulais m'intéresser à travers ce roman, à travers les rencontres que fait le personnage principal, à l'expérience de ceux qui restent, à l'expérience de ceux qui n'ont jamais pensé partir, ou qui sont partis et qui sont revenus chez eux, ou qui auraient voulu partir mais qui ne peuvent pas. Et en donnant la parole à ces personnages-là, mais peut-être que je voulais un peu découvrir l'autre côté de la médaille de cet exil-là, de l'expérience de ceux qui restent par rapport à l'expérience de ceux qui quittent. Voilà. Intéressant. Émilie? C'est très intéressant parce que mon grand-père, qui était au Rwanda et qui est né au Rwanda, il avait eu l'opportunité de quitter le pays parce qu'il avait su qu'il était menacé, mais pour lui, c'était être lâche de partir. Il n'a jamais voulu s'en aller. Il a été tué quelques semaines après, quand mon père avait 14 ans et la plus jeune, je pense, elle avait 2 ans. Et plus tard, quand la famille a décidé de partir parce qu'ils étaient menacés, ils avaient ce sentiment de honte de quitter le pays et de ne pas prendre exemple sur leur père. Pour moi, dans ma famille, ma petite famille, avec mon frère, ma sœur, mes parents, j'étais chez moi. C'était un peu ma vraie patrie parce que dès que je sortais, j'étais l'autre. Et comme je suis née à Sainte-Anne-de-la-Pérade, il n'y avait pas d'autres personnes comme nous. En fait, j'avais jamais vu d'autres noirs. Et je ne savais pas si c'était bien ou mal, mais j'avais l'impression que c'est comme quelqu'un qui est gros, qui veut maigrir, ou quelqu'un... J'avais l'impression que c'était quelque chose qui allait s'arranger, peut-être. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à utiliser mon filtre pour interpréter les expériences que je vivais, que ce soit à la garderie, quand les gens voulaient me toucher. Au lieu de
d'avoir un ressentiment. C'est comme si je commençais à collectionner, c'est ça, des impressions. Et en me disant qu'un jour, je ferais du sens de ça. Et ce jour est arrivé. Mais sérieusement, j'ai jamais eu le temps d'écrire. J'ai jamais eu non plus la confiance de croire que mes mots puissent intéresser d'autres que les gens que je force à rester assis devant moi pendant que je lis. Donc, c'est un univers complètement nouveau, mais en rapport avec l'exil, c'est comme si j'ai élargi mes horizons, parce que j'ai trouvé une façon de sortir de la famille et d'être reconnue par des gens qui sont complètement différents. Et ça fait du bien. Je trouvais ça intéressant à la lecture de vos œuvres, de comparer vos trajectoires, parce que Maya et Akosh, vous venez de l'ailleurs. Vous avez été immigrants, et toi, Émilie, quand on plonge dans ton œuvre, on dirait qu'on va en sens opposé, c'est-à-dire on part du Québec vers tes origines, alors que pour Akosh et Maya, on dirait que vous rejoignez en fait dans cet arc-là. L'héritage familial et ancestral occupe une place importante dans vos œuvres à chacun d'entre vous, mais de manière différente. J'aimerais ça vous poser, et on le sent, Akosh, toi, par rapport à ta relation au père, je me suis beaucoup identifié à ton œuvre. Toi, Émilie, par rapport aux grands-parents aussi, le père occupe une place, les frères aussi. Toi, Maya, aussi, c'est toute l'histoire migratoire avec tes parents. Quel rôle tient la famille dans le cœur de l'exilé? Et je demanderais en fait plus précisément, est-ce que l'héritage fait-il appel à un devoir de transmission ou est-il plutôt comme un fardeau à traîner? Comment est-ce que vous voyez la chose? Je commence souvent. Je pense, c'est sûr que quand on parle de notre identité, quand on va à la recherche de nos origines, assez rapidement, on est dans ce qui nous a créés, c'est-à-dire notre éducation parentale, le pays où on a reçu notre instruction, les lieux qui nous entouraient qui nous entouraient quand on a grandi, les personnes qui étaient les premiers à nous transmettre un peu de ce qu'ils étaient, les parents évidemment, les grands-parents. Moi aussi, j'ai eu 2 grands-mères à qui je donne beaucoup de place dans le livre, qui de chacune à leur façon m'ont transmis un peu de ce qu'ils étaient. Évidemment, donc, ces liens-là de transmission, c'est inévitable. Inévitablement, on va à la rencontre de nos parents, de nos grands-parents, voire de nos ancêtres lointains. Et par rapport à la transmission, mais la question que le narrateur il se pose vers la fin du livre, rien divulgacher, mais c'est un narrateur qui n'a pas d'enfant, comme moi. Et il se demande, mais à quoi sert un héritage si on n'a pas d'héritier? À quoi servent nos histoires s'il n'y a personne à qui les raconter? Et peut-être c'est ça aussi qui est derrière l'idée de ce livre. Au départ, en tout cas, c'est évolué. La question ne me préoccupait pas au moment où j'ai commencé à écrire cette histoire. Je voulais retourner vers le passé, vers les souvenirs de jeunesse, les souvenirs ancestraux. Et finalement, je me suis heurté à la question de l'héritier, de la paternité. C'est l'histoire où il y a comme l'image du père qui devient très important. Et là, le narrateur se demande, OK, et moi, là-dedans, quelle est la suite de cet arbre généalogique qui se tient sur un tronc
gracile. Hein. Il y a presque pas j'ai un arbre généalogique avec très peu de feuillage. Je viens ma famille, de mes 4 grands-parents, 3 étaient enfants uniques. Puis l'autre, il est mort très tôt durant la guerre. Donc j'ai presque pas de cousins, j'ai très peu de ramures dans cet arbre généalogique. Alors, d'autant plus, j'ai essayé de remonter le plus loin possible pour trouver un peu un sens à ce que je suis et qui a fini par donner beaucoup d'importance aux quelques feuilles qui se trouvent dans cet arbre-là. Merci, Akosh. Ma famille, c'est un peu le contraire. Ma mère a 17 frères et sœurs. Mon père, il a une petite famille. Ils étaient seulement 6 enfants. Mes parents ont eu 4 enfants. J'ai la chance d'avoir une grande famille élargie à Montréal. J'ai des cousins, des cousines, des tantes, des oncles. Ma grand-mère est décédée ici. Donc, j'ai cette chance-là. Puis j'ai beaucoup été donc, élevée par ma famille, par mes parents, avec des concepts et aussi des craintes qu'ils ont ramenées avec eux. Parce que quand on quitte un pays où on a été persécuté, ça change notre façon d'être, ça change notre façon de vivre, ça fait peur. Donc, j'ai toujours eu peur de déranger ou d'être mal interprétée ou il y avait beaucoup de secrets. J'ai eu le fardeau de devoir garder des choses secrètes qui ne sont pas nécessairement secrètes, comme ça peut être on a une femme de ménage, faut pas le dire, faut pas que les gens je me souviens un jour, j'ai dit à ma mère, je vais demander une augmentation au travail, puis elle m'a dit, mais t'as pas peur qu'il te chasse? Donc c'est des concepts que, comme si le fait d'être en vie et d'être en sécurité était déjà une chance dont on devrait se contenter. En plus, on a à manger, on a de l'eau, on a l'électricité, on va à l'école. Et il y avait toutes les histoires aussi de... Mes parents, ils n'ont pas eu une enfance où ils pouvaient imaginer leur cadeau de Noël. Donc, ils ont essayé de nous élever dans un monde occidental. Ils se sont inspirés, je pense, de ce qu'ils voyaient, de lecture pour, un arbre de Noël, d'accord, un gâteau d'anniversaire. Mais dans le fond, on sentait que c'était un peu emprunté, et bizarrement, ça l'est aussi pour moi. Pourtant, moi, je n'ai pas vécu le génocide. Je suis née ici. Mais c'est comme si, dans l'être que je suis profondément, je crois qu'il y a du danger et qu'il faut bien se comporter parce que sinon on peut tout perdre. En fait, c'est ça. C'est comme si j'ai toujours l'impression que c'est possible d'être mis en prison et même condamné à mort sans avoir rien fait. Une certaine peur, donc. Maya, quant à toi? Moi, j'ai une relation très paradoxale par rapport aux ancêtres et à la famille. Autant j'ai eu besoin de raconter l'histoire de ma famille, d'abord pour comprendre qui je suis, puis me constituer, en fait, donner un sens à ma vie. Donc, à la fois, c'était très, très important de raconter, justement, par écrit, de laisser une trace pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Autant, j'ai besoin de m'en détacher. Donc, il y a ce devoir de mémoire et il y a en même temps ce devoir d'oubli. Parce que je me pose toujours la question philosophique, le moi originel qui est né dans une certaine langue, dans une certaine culture, à un endroit précis de l'histoire, qui s'est multiplié par les exils, par d'autres langues et d'autres identités, quel regard, moi, aujourd'hui, multiple, va porter sur ces gens-là qui sont, oui, ils font partie de moi parce que ce que vous dites, ça fait penser à la mémoire un peu des gènes. On en parle de plus en plus, on a l'impression que l'écho des ancêtres
s'incarne un peu dans la voix qu'on porte aujourd'hui. Donc j'ai ce désir un peu paradoxal, oui, de raconter, mais en même temps de rallier toujours à la métaphysique. Là. Puis je peux donner un exemple concret de ce que je veux dire. À Mostar, où je suis née, donc aujourd'hui c'est Bosnie-Herzégovine, il y a eu, en fait c'est la ville de l'ex-Yougoslavie qui a le plus résisté face au fascisme. Et il y a eu 5000 jeunes à l'époque qui ont donné leur vie. Et donc il y a une très grande nécropole qui a été construite à la mémoire de ces jeunes combattants antifascistes. Et moi, j'ai 5 oncles qui font partie de cette nécropole. Donc, c'est la fierté familiale. Moi, enfant, on allait souvent déposer les fleurs, chanter dans les uniformes de Tito. On était vraiment les pionniers. L'ex-Yougoslavie s'est construite sur l'idée d'être une frontière au fascisme. Et donc, cette nécropole, aujourd'hui, elle est détruite parce qu'il y a des mouvances néo-nazis qui effacent cette mémoire-là. Et donc, j'ai un appel qui me vient de je ne sais pas d'où. On dirait que tous les regards sur place se tournent vers moi, comme quoi il faut que je fasse un documentaire. Donc là, je suis en train de faire ce documentaire-là, mais ce que j'essaie de faire, c'est, oui, je vais parler de ces jeunes vies qui ont donné leur jeunesse pour que nous, on puisse avoir une vie meilleure, mais je n'ai pas envie de rattacher leur mémoire à la mémoire ni identitaire, ni nationaliste, ni nationale, rien de tout ça. Je veux simplement parler des morts qu'on ne laisse pas tranquilles et qu'on veut leur donner une tombe, voilà, un tombeau un peu comme chez Homère, laissons les morts regarder les étoiles. C'est un peu dans ce sens-là métaphysique que j'ai envie de travailler ce rapport à l'exil et aux ancêtres, dépasser toutes ces mémoires identitaires pour relier simplement la vie et à la mort. Point. C'est pas facile. Oui, on sent beaucoup la dimension métaphysique, particulièrement dans Tomber vers le haut. Ce qui m'amène à ma prochaine question, parce que chaque auteur, autrice ici développe vraiment, aborde la notion de la spiritualité. Des fois, vous l'abordez de façon différente, donc c'est pour ça que je vais couper ma question en deux. Donc, pour Akosh et Maya, on sent que c'est à des degrés divers. On sent à la lecture de vos œuvres une tentative de réconciliation avec quelqu'un, quelque chose, une force. Je laisse la question ouverte, je vous laisserai développer là-dessus, mais puis ensuite je vais te poser la question à toi, Émilie, mais je vais commencer par... Mais ta question, c'est par rapport au côté transcendant ce que tu appelles spiritualité, c'est ça? Oui, bien en fait, est-ce que c'est un hasard que la spiritualité se trouve dans vos œuvres, puis qu'il y ait cette tentative de réconciliation? Parce que, par exemple, chez Émilie, dans son livre, dans son recueil, la religion semble lui avoir laissé un tout autre héritage plus sombre. Puis il y a comme je sens qu'à la lecture de vos œuvres, il y a ce rapport différent à la religion, à la spiritualité. C'est pour ça, en fait, je lance la question comme ça à vous trois, finalement. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est juste une impression personnelle? Est-ce que vous pouvez développer là-dessus? Je trouve ça drôle que tu as vu une spiritualité Regarde, Akosh, par exemple, dans ton livre, je ne sais pas si j'appellerais ça de la spiritualité, mais tu parles de la Deuxième Guerre mondiale, du fait qu'il y a eu... tu parles de la Shoah, tu parles... donc, à plusieurs moments, tu reviens, tu raccroches au judaïsme pour raconter ton histoire. Donc, est-ce que c'est une spiritualité? Peut-être pas, mais tu interpelles le religieux dans ton œuvre. Maya le fait de façon plus... elle nous invite vraiment à regarder le visage de Dieu, là, carrément. Donc, Moi, je ne regarde pas le visage de Dieu. Non, mais parce que c'est quelqu'un de profondément athée qui écrit ce livre-là. Oui. Hein. Mais ce qui m'a intéressé, moi, dans la question religieuse, c'est l'histoire des ancêtres de ma mère. Ma mère est juive, mon père est chrétien. Et donc, on est les résultats des deux. Hein, je ne vous apprends rien. Et donc, c'est petite parenthèse à dire, c'est aussi un livre beaucoup sur ma mère, même si c'est pas
sur la mère du narrateur, dirait mon éditeur, et qui n'est pas présent donc sur la couverture, mais l'histoire des ancêtres donc de ma mère, c'est l'histoire des Juifs d'Europe centrale, qui, après des tergiversations puis des périodes de tolérance et d'intolérance, ont fini au 19e siècle par obtenir une pleine émancipation, qui ont délaissé le yiddish, l'allemand, et qui sont devenus des Hongrois. Ils ont appris le hongrois dans l'Europe centrale et qui sont devenus fortement assimilés sans être acculturés. Hein? Ils sont restés juifs, ils ont continué à se marier dans la communauté, mais comme faisait tout le monde, là. Et on est donc après la Première Guerre mondiale et tout d'un coup, avec les mouvances fascistes nazis, alors qu'ils sont... cette minorité se croit émancipée et partie intégrante d'une société, est tout d'un coup regardée de travers et 20 ans plus tard, déportés, tués, massacrés. Et qui, après la guerre, ils ont la chance de quitter la Hongrie, puis ils sont réfugiés dans un ghetto à Budapest, puis la guerre est finie, le ghetto est libéré, ils ont évité la déportation. Et mon grand-père dit à ma grand-mère, mais j'ai trouvé un super beau logement à côté, on va déménager, on a une belle vue sur l'île Marguerite. Ah oui, puis ça c'est le rêve de ma grand-mère, une vue sur l'île Marguerite, sur le Danube, et il décide de rester en Hongrie. Alors cet attachement à la terre natale qui m'a été importante et qui a peut-être quelque chose d'irrationnel. Hein? Pourquoi on aime notre culture? Pourquoi on encourage notre équipe de hockey et pas l'équipe de hockey d'une autre ville? Parce que c'est chez nous, il y a beaucoup d'affaires irrationnelles dans notre attachement à nos origines, à notre culture, aux gens qui nous ressemblent. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et c'est l'exemple extrême un peu, là, après la déportation, ben, on rentre, on va louer un logement dans notre rue parce qu'on la connaît, puis c'est ici que nous sommes chez nous. Merci, Akosh. Et qui est aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans vos deux origines, hein, on parle d'exil beaucoup plus dramatique que le mien. Là. Nous étions des petits émigrants qui sont partis vers le Canada pour une meilleure vie dans les années 80. Mais vous êtes les fruits d'un exil beaucoup plus tragique. Hein? Oui, mais tes ancêtres ont connu la Shoah, donc c'est tragique. Je pense que c'est plus tragique. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas une compétition, mais en tout cas, je parle de mes grands-parents. Mais ce qui m'intéresse dans vos histoires, c'est l'attachement à un pays qui a vu tout ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Ben, oui, d'ailleurs, moi, mes parents ne m'ont pas appris le Kinyarwanda, leur langue maternelle, parce que je crois que quand ils ont quitté le pays, ils n'ont jamais pensé y retourner. Pour eux, c'était on tourne une page, on a notre pays d'adoption, on parle français, et ensuite, bon, il y a eu des changements, puis on est allé au Rwanda, et puis on s'est moqué de nous, les jeunes, parce qu'on ne parlait pas la langue, mais au départ, eux, ils avaient coupé l'attachement complètement. C'est une question complexe. Hein. Tu me diras exactement où je dis qu'il faut regarder Dieu en face. Peut-être tu m'as mieux compris. Je pourrais lire un passage, mais c'est peut-être mal cité, mais quand tu dis, par exemple, de tomber vers le haut, en fait, que veut dire cette tomber vers le haut, c'est regarder le cosmos, en fait. Tomber vers ce qui nous transcende. Ben oui, justement. Ok, peut-être que je l'ai mal dit. Mais on peut l'appeler. Certains l'appellent Dieu. Il y a pas c'est pas un reproche, mais ça m'a intrigué. Oui, mais si ça peut lancer la conversation sur comment tu le vois et me libérer justement de cette prison de mots. Peut-être je l'ai mal interprété, mais
ou mal défini, mais comment tu le vois, toi? Je le vois vraiment comme, au lieu de tomber vers le bas, parce qu'on n'arrête pas de tomber vers le bas, ce qui nous transcende, en fait, que ce soit la religion, ça peut être autre chose, hein, ça peut être un autre projet, ça peut être l'art, ça peut être la littérature. C'est la nécessité, en fait, de s'élever. C'est ce que Simone Veil appelle entre la pesanteur et la grâce. Une fois qu'on a touché le fond, elle qui a connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale, elle dit, une fois que l'humanité a touché le fond, elle n'a plus d'autre alternative que de regarder vers le haut. C'est quoi le haut? C'est ce qui nous transcende. C'est au-delà de ces mémoires et de ces identités meurtrières propres à cette partie du monde, enfin, de plus en plus partout, et vraiment d'aller vers le transcendantal. C'est ça ce que je voulais dire par le tomber vers le haut. Très bien, merci. Est-ce que vous vouliez compléter, rebondir? Non. Prochaine question. OK. Oui, il va y avoir une période, je laisse une période de questions à la fin. J'ai l'impression... l'exil est quand même un sujet qui est universel. On n'a pas à être nécessairement... à avoir vécu l'immigration pour vivre, pour être dans un état d'exil. C'est vraiment une thématique liée à nos errances. Comment est-ce que vous réussissez, dans le fond, à naviguer entre l'universalité de cette thématique-là et vos propres spécificités de vos expériences de l'exil? Et comment est-ce que la littérature, dans le fond, vous contribue à la construction de ponts entre les cultures et la promotion de la diversité? Donc la question, c'est comment l'universalité de l'exil... Comment est-ce que vous naviguez entre l'universalité de la thématique, l'université de la condition humaine en tant qu'exilé et la spécificité de vos propres expériences à vous? Pour ma part, je pense que je l'ai su tellement tôt que j'ai un peu... je n'ai pas d'attachement à la terre. Et des fois, je vois des guerres justement de territoire, des guerres de religion, et je trouve ça tellement triste parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents qui étaient en coopération. Donc, j'ai comme vécu plusieurs exils. Quand je suis arrivée au Niger, c'était le contraire de Sainte-Anne-de-la-Pérade. On était attendus dans le village comme des coopérants canadiens. Donc, eux, ils s'attendaient à avoir des Blancs. Et non seulement on était noirs, mais on était exactement noirs comme eux. Et donc, ils ont été... Disons que ma noirceur a beaucoup déçu, et doublement déçu, et parfois triplement déçu. Mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui restaient partout les mêmes. Et l'humour, la langue française pour ma part, les livres qu'on peut mettre dans une valise, la musique qu'on peut aussi emmener avec nous, et qu'avec toutes ces petites choses, on est capable de recréer son petit bout de territoire. Et c'est ce bout de territoire auquel je suis attachée. Je suis attachée à ça. C'est petit, c'est défendable. Et j'imagine que je ne suis pas dans les grands concepts, mais c'est comme ça que j'ai appris à être heureuse et à être moins exilée, parce que j'ai ma terre. Elle est juste petite. Très bien. Merci. Ce sont mes amis. Maya, Akosh, est-ce que vous voulez... Si tu veux, je pourrais... Oui, OK. Parce que je pensais que tu ne comprenais pas ma question, mais tu l'as bien compris, on va laisser... Je peux
relancer le débat. La littérature, pour moi, les arts en général, le cinéma, enfin, toutes les formes d'expression artistique, ça a toujours été, à mon avis, le seul territoire que l'humanité devrait préserver pour se soucier de l'universalisme, justement. Quelque chose qui va au-delà de toutes nos différences. Et qui résume, en fait, l'universel. Là, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à me situer par rapport à toute cette question identitaire qu'on a ramenée dans l'art, où on n'a plus droit de parler de certaines choses si on ne représente pas une certaine identité ou une certaine façon d'être. Je navigue encore dans ce terrain et j'ai du mal à comprendre si la littérature ne peut plus représenter l'universel. Et si, comme dit Dany Laferrière, quand il dit « je suis un écrivain japonais », si on n'a plus le droit de le faire, ça m'inquiète. Je ne sais pas si ça répond à Non, mais tout à fait. Puis je pense, en fait, c'est pas un hasard si moi, en plongeant dans ton livre Akosh, dans ton livre Émilie, puis dans ton livre Maya, que j'ai ressenti un attachement au même sentiment d'exil, au même déracinement, à la même errance. C'est ça, en fait, j'ai envie d'inviter le public à lire vos œuvres, puis pas seulement à dire « Ah, ben c'est un écrivain hongrois » ou « elle vient de l'ex-Yougoslavie » ou j'ai vraiment envie de leur partager ce plaisir-là que j'ai eu à lire vos œuvres parce que je me suis reconnu, en fait. Puis c'est là-dessus que je me disais comment est-ce que vous... C'est sûr que en écrivant mon histoire, je suis très conscient que je suis en train d'écrire une histoire très, très autobiographique, mais la recherche de l'universel est une obsession constante. Là. J'essaye déjà de raconter une histoire pour que chacun puisse la comprendre, s'y attacher. Et évidemment, il y a des thèmes qui sont assez universels. Bon, je veux dire, tout le monde a un père et tous les pères ont un enfant. Hein? Et que cette paternité soit plus ou moins distante, présente, à droite, maladroite. Il y a une histoire, je pense, qu'on peut retirer. Il y a des enseignements, des expériences, des sensations qu'on peut retirer, évidemment, à lire l'histoire des autres, à entendre l'histoire racontée par quelqu'un d'autre. Puis la littérature, fondamentalement, c'est ça. C'est quelqu'un qui raconte une histoire, que ce soit plus ou moins personnel. Et on mesure souvent le succès, je veux dire, en tout cas la portée d'un livre par la capacité des lecteurs qui ont une expérience complètement différente, à y trouver des enseignements, à se rattacher à l'expérience qu'on raconte. Et c'est ça qui distingue, je pense, un journal intime qu'on écrit pour soi d'un roman. Et toi, Émilie? Moi, je me rappelle à la lecture de ton œuvre, puis c'est drôle que tu parlais de honte tantôt, parce que moi, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu plus jeune. Mes parents, mes ancêtres sont des survivants du génocide arménien. Ça s'est passé en 1915, dans le fond, dans l'effondrement de l'Empire ottoman. Donc, ce rapport que tu as à la honte, je me suis vraiment très identifié à ça. Là. Il y a un côté très, très universel dans ce sentiment-là. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir honte, parce que c'est vraiment récent pour moi de montrer Pendant des années, j'ai vraiment réussi à m'immiscer et à naviguer dans le monde en étant assez lisse et en étant assez fonctionnelle. Mais à chaque fois que je faisais une gaffe ou que j'étais moins bonne ou que je faisais une erreur, c'était comme un couteau qui venait. C'est comme si j'avais tout fait pour rien. Parce que finalement, le vernis craque et je suis cet autre qui fait semblant de ne pas être l'autre.
Et je sais pas, bizarrement, je pense que c'est la pandémie, le temps de pause qu'on a eu, qui a fait que, à force de rester en pyjama à la maison, je me suis dit que je pouvais peut-être arrêter un peu le flafla et être plus moi-même. Et aussi, quand je me suis mariée, j'ai réalisé que quand on vit avec quelqu'un au quotidien, des fois la personne va nous voir dans des moments horribles et qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Parce que moi, j'avais tendance à déménager, à partir, à arrêter une relation, des fois juste parce que tout à coup, j'avais honte. J'avais honte d'avoir été mal perçue, d'avoir été stupide ou quoi que ce soit. Et c'était toujours plus simple de partir. Mais quand je me suis mariée et que j'ai vécu ces sentiments de honte et que j'ai dû l'apprivoiser et que la personne n'a pas perdu le respect pour moi nécessairement, j'ai commencé à appliquer cette authenticité et cette vulnérabilité dans mon quotidien. Et en fait, ça a été assez payant. Ça m'a permis de mieux respirer. Merci d'avoir partagé. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi des questions du public? Il nous reste un petit 10 minutes. Est-ce que vous voudriez vous adresser à nos auteurs, autrices? Sinon, oui. Je voulais juste que vous nous décriviez le contenu de votre recueil. Ce sont des poèmes, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, c'est des textes et des poèmes, dans le sens que il y a... je suis partie de situations, d'émotions ou de ressentis. Et je suis partie aussi de mots que j'aime, parce que j'aime beaucoup le français. J'aime beaucoup les sonorités, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la précision. En fait, c'est un petit peu obsessif, le côté précis, donc je peux rendre les gens fous. Donc oui, c'est des poèmes et des textes. Voilà. Autre question? Oui, monsieur. Oui. Approchez-vous. Oui. C'est ma mère. Bonjour. Oui. Je voudrais demander Dans le micro. Ouais. ouais, comment tu as eu l'idée, en fait? Tu t'es assis, comment tu as eu l'idée? Oui, en fait, j'ai toujours écrit. J'ai écrit, même quand j'étais toute petite, j'écrivais. Puis l'idée donc a toujours été là, mais mon mari et moi, le monsieur à la première question, on a commencé à justement se faire des soirées où on se donne un 30 minutes, on fait des thèmes, on écrit, et j'ai eu énormément de plaisir. J'ai fait un manuscrit, j'ai contacté une éditrice et je pensais que je te l'avais déjà dit, maman. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je me demande, après l'exil, est-ce que le retour à la maison est possible? Dans mon cas, je dirais que non, mais je sais que certains l'ont fait. Après l'exil, est-ce que le retour à la maison est possible? Ah oui, mais parce que peut-être des fois on a l'impression d'avoir plusieurs maisons, justement. Mais moi, je trouve que c'est pas... Moi, j'ai pas de problème identitaire. Moi, je suis aujourd'hui un Québécois d'origine hongroise. Ça me définit assez bien. Je suis assez à l'aise pour moi, mes identités sont pas en conflit.
Quand je parle hongrois avec des gens qui me connaissent, qui parlent hongrois, je parle hongrois. Quand je parle en français, je parle en français. Quand je suis... cela dit, je suis attaché au Québec, je pense plus que... je suis attaché au Québec parce que c'est ici que j'ai fait ma vie, c'est ici que j'ai mes attaches les plus réelles depuis les 35 dernières années où je vis ici. Et là, quand je retourne en Hongrie, je sais que je suis un peu chez moi, mais je n'ai pas de déchirement. Je ne trouve pas ça plate que je ne me sente pas davantage chez moi. C'est une autre expérience. Puis si on vit les questions d'identité comme autant d'expériences, je pense que tout d'un coup, on est un peu moins bouleversé par la vie. On ne peut pas se défaire des expériences qu'on a eues dans une vie. On peut juste les adopter et les apprécier. Mais c'est toujours intéressant, exilé ou pas, d'essayer de voir qu'est-ce qui nous a forgés, qu'est-ce qui nous a définis en fin de compte, quelles sont les rencontres, les lieux, l'éducation, l'influence que chacun de nos parents a eue sur ce que nous sommes devenus. Et je pense qu'on est évidemment une composante de tout ça. Puis je ne peux pas dire que moi, je viens de... C'est ça qui a changé ma vie. C'est ça qui a fait ce que je suis. Je pense que je suis que nous sommes un composé de toutes nos expériences. Et je pense que ça ne répond pas du tout à votre question. Mais voilà, c'était mon envolée lyrique. Merci pour ton envolée, Akosh. Est-ce qu'il y aurait... On a du temps pour peut-être une petite Allez-y, question? posez des questions. Oui. Moi, je vois ici 3 beaux individus québécois. Ça me gêne un peu de mettre une étiquette d'exil. J'aimerais juste je me demande si eux, ça les rend inconfortables ou confortables. Moi, je les vois comme des personnes riches qui racontent avec un bagage différent du mien, mais je suis un peu gênée de l'étiquette qu'on essaie de leur mettre aujourd'hui. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que je peux... Merci d'avoir posé cette question. De faire cette observation, effectivement, c'est quelque chose qui me tracasse énormément. On dirait que d'emblée, on est obligé de mettre une étiquette sur la différence, n'est-ce pas? Tout de suite, c'est la société dans laquelle dès que quelqu'un est un peu différent, il faut une étiquette. Et moi, je fais l'expérience avec mes étudiants. Je leur dis souvent, dès que je me place devant la classe, ils sont tout de suite en train de dire « Ah, elle vient d'où, elle ?» Et je leur dis « Mais je viens d'ici ?» Ils disent « Non, ça se peut pas. Pourquoi ça se peut pas ?» Et là, je leur dis je viens du Lac-Saint-Jean et que mes parents étaient diplomates. C'est ce qui explique mon accent. Il y a comme une espèce de réticence tout de suite. Mais non, ça se peut pas. Pourquoi ça se peut pas? Et donc, moi, ça m'intrigue à chaque fois. Pourquoi on est obligé de mettre des étiquettes, de classer tout de suite? Au début, on a l'impression que c'est un peu il y a de la curiosité. On a envie de savoir d'où vient l'accent, d'où vient notre façon d'être. Mais je pense que très, très souvent, c'est la peur de l'autre. Et qu'on est obligé comme de se rassurer pour dire il faut que elle c'est une Algérienne, lui c'est un Arménien, l'autre c'est un... Et moi ça me gêne un peu. Je trouve que j'aimerais ça vivre dans un monde idéal, je sais que c'est très utopique, où on n'a pas à se poser ces questions-là. Et je trouve que chaque fois quand on met des étiquettes, on fait violence à une expérience organique qui est naturelle, et ça me fait penser à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la garderie. Moi, je donne toujours l'exemple de ma fille à la garderie. Sa meilleure amie était une petite Camerounaise. Donc, ils se sont connus à l'âge d'1 an. Et c'est des meilleurs amis au monde. Les deux s'aiment organiquement, jusqu'à ce que le monde extérieur commence à les regarder comme 2 amies qui sont différentes et qui s'aiment quand même. Mais cette différence, elles ne l'ont pas vue, jamais. Elles ne les voient pas. Elles se sont choisies à l'âge d'1 an. Et donc, l'extérieur, c'est-à-dire nous les adultes, c'est tellement magnifique cette amitié entre une blanche et une noire, pour dire ce qu'on n'a plus le droit de dire aujourd'hui. Et moi, je trouve que ça nous fait violence à tous, cette nécessité de constamment mettre des étiquettes sur des êtres humains.
Alors merci. J'aimerais ça un jour, dans un monde idéal, qu'on dépasse tout ça et qu'on se parle simplement de ce qu'on a de plus universel. Merci beaucoup, Maya. Je pense qu'Akosh, il veut réagir une petite minute. Oui. Applaudissable. Bien. Mais j'ai envie quand même de dire à ça que on n'est pas des expériences. Bien sûr qu'on mettrait des enfants dans un laboratoire, puis de différentes couleurs, de différentes origines, puis ils ne verraient plus la différence. Mais ces enfants-là, ces jeunes-là, nous évoluons quand même dans une société où il y a des familles qui insistent pour transmettre leur culture, leur langue, leurs différences. Il y a dépendamment des communautés, et c'est un peu vrai partout dans le monde, mais dans une société multiethnique, c'est très présent. Donc, est-ce que c'est des étiquettes? Il y a des gens qui revendiquent leurs différences. Puis, nous sommes tous un peu pris dans deux volontés. Hein. On veut toujours, et ça c'est vrai dans les sociétés les plus homogènes, comme les sociétés les plus multiculturelles, c'est qu'on est à la fois déchiré par notre envie de conformisme, d'être accepté par les autres, de ressembler aux autres, de montrer qu'on a des choses en commun, et à la fois, on veut montrer notre singularité. On veut montrer en quoi nous sommes différents de tout le monde, parce qu'au fond, tout le monde se sent un peu différent. Hein? Les écrivains vont toujours vous dire, hein, on va toujours vous dire, moi je me sentais différent, j'avais envie d'écrire là-dessus. Mais tout le monde, au fond, se sent un peu différent des autres. Et je pense qu'on est pris dans ces deux forces-là constamment dans notre vie, à vouloir ressembler aux autres et à la fois montrer nos différences. Puis c'est une expérience que vous trouvez dans un gang d'adolescents, comme dans un milieu littéraire, disons. Est-ce que tu veux réagir à ça? 30 secondes. Non, mais merci en tout cas pour cette invitation. C'était super intéressant. Merci à vous, Akosh, Émilie, Maya. Vraiment, j'avais super le trac en venant ici, mais parce que je vous admire, j'ai adoré de lire vos œuvres. J'invite le public à aller vous voir, à aller vous retrouver à vos kiosques. Merci tellement pour votre authenticité, votre générosité aussi. Puis au plaisir de merci à toi, hein. C'était très bien, merci. Ils ont des séances de dédicaces tout de suite après? Oui. Tous les trois, vous pouvez les voir à vos kiosques. Est-ce que vous connaissez les kiosques? Oui, le kiosque 1804 pour Émilie. Ouais. Maya, je vais vous Nota Bene, qui doit être juste par là. Et moi, je serai tout de suite là, chez Boréal, aux éditions du Boréal, juste là. Et là, je peux même jaser avec vous ici. Yes. Merci beaucoup. Merci.